Okay. So Andrew's going to take over from here on. Andrew, you can Perfect. mute your camera. Thank you. Okay, just turning off all my dinging things as everybody joins us. Okay, sorry about the delay, everyone. And thank you for holding tight and waiting for us to come back. Nous sommes heureux de vous accueillir à la 4e session de la série Boîte à outils en sciences humaines numériques. I'm Jada Watson. I'm the coordinator of digital humanities at the university, and I'm so excited to be hosting this data series this semester. Before we begin today, I just wanted to start with an Indigenous land affirmation. We pay respect to the Algonquin people, who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their longstanding relationship with this territory, which remains unceded. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens de savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi le courage dirigeant d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, l'époque de surlignage et des annotations manuscrites est-elle révolue? Comment pouvons-nous utiliser les outils numériques pour collecter des informations qualitatives et descriptives à partir de nos documents de recherche? Cette présentation introduira les fonctionnalités de base de NVivo 12 pour préparer, gérer et analyser les données qualitatives. Les sujets abordés comprendront l'importation de données, la codification de données dans divers formats et l'exécution de différents types de requêtes. Nous sommes chanceux que Patrick Labelle est ici aujourd'hui pour gérer l'atelier. Patrick Labelle est bibliothécaire de recherche à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Il soutient les étudiants, les professeurs et les chercheurs de l'École de psychologie et l'École de services sociaux de la Faculté d'éducation à diverses étapes et cycles de vie de la recherche. Depuis 2012, Patrick offre des formations sur NVivo dans le contexte de l'analyse des données qualitatives afin d'aider les chercheurs à mieux exploiter les différentes fonctionnalités du logiciel. Je vais juste ajouter quelques liens vers la version française et anglaise de la présentation et on peut commencer maintenant. Okay. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui, même s'il y a un petit délai dans le début de la formation. Comme ça a été mentionné, ça fait quand même depuis quelques années que j'utilise NVivo moi-même, mais aussi que je donne des formations, surtout aux étudiants diplômés, mais aussi à l'occasion aux professeurs, chercheurs aussi. Des ateliers qui sont offerts de façon ouverte à tous et aussi ensuite des sessions qui sont inclus ou comprises dans certains cours de méthodologie, surtout méthodologie qualitative, bien sûr. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec l'outil, mais l'outil, il y a toujours des choses à découvrir. Puis, juste pour vous donner un petit contexte, la compagnie QSR qui produit le logiciel NVivo offrait des formations d'une durée de 2 jours. Donc, ce que je peux faire en 90 minutes, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut voir en 2 jours. Donc, évidemment, je vous donne aujourd'hui un survol de l'outil pour que vous puissiez au moins savoir quelles sont les fonctionnalités de base et quelles sont certaines des possibilités de l'outil. Est-ce que ça peut répondre à vos besoins? Est-ce que ça peut répondre à vos attentes au niveau de votre projet de recherche? Au moins, vous allez savoir ce que ça peut faire après la formation d'aujourd'hui, puis ensuite de pouvoir l'utiliser aux besoins. Donc, la formation d'aujourd'hui, c'est un mélange de PowerPoint. Donc, j'ai certaines diapos qui sont plus descriptives sur l'outil, les fonctionnalités, etc. Puis ensuite, je vais aussi faire des démonstrations dans l'outil en tant que tel. Donc, on aura la chance de voir l'outil en action, si on veut. Je dois faire une petite parenthèse au début pour vous dire que la version de l'outil que j'utilise, c'est la version NVivo 12 Plus pour Windows. Donc, il y a certaines fonctionnalités dans la version Mac qui ne sont pas disponibles dans la version Windows.
Moi, ayant jamais vraiment utilisé l'outil dans la version Mac, je sais, en aidant les gens au fil du temps, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles. Donc, sachez au moins aujourd'hui que ce que je vous présente, c'est pour la version Windows. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse au niveau de l'outil que je vais utiliser. Donc, oui, on se rappelle peut-être certaines personnes d'entre vous, vous vous souvenez que souvent, dans le passé, on utilisait des surligneurs, des post-it, on notait plein de choses sur les transcriptions qui étaient imprimées souvent. Là, j'utilise transcription comme exemple, mais ça peut être d'autres types de documents aussi. Puis après ça, on faisait une analyse de tout ce qu'on avait surligné, etc. Puis on essayait de faire du sens de tout ça. Là, avec des outils comme NVivo, ça vient faciliter un peu le travail. Ça l'aide au niveau de la mécanique. Donc, c'est vraiment un outil qui vient aider à ce niveau-là, mais ça ne remplace pas le travail du chercheur ou de la chercheure parce que finalement, vous êtes quand même responsable de bien coder votre contenu, de poser les bonnes questions par rapport au questionnement que vous voulez faire par rapport à votre corpus de données. Donc, c'est vraiment un outil qui vient aider. Donc, cela dit, la formation d'aujourd'hui va suivre un peu ce plan. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu d'NVivo. On va parler aussi de différents types de formats qu'on peut importer dans l'outil, pouvoir utiliser aussi ou comprendre qu'est-ce qu'NCapture et de pouvoir aussi coder avec des nœuds, comprendre l'utilité des caractéristiques pour mieux décrire le type de contenu que vous avez dans votre projet et pouvoir explorer avec les données diverses requêtes qui sont disponibles à même l'outil. Donc, d'ici la fin de la formation, vous allez être en mesure de pouvoir au moins importer diverses sources dans NVivo, de pouvoir coder des documents avec des nœuds et de pouvoir exécuter au moins des requêtes de base, sachant qu'il y a d'autres types de choses qu'on peut faire aussi avec l'outil. Donc, avant de faire cette étape-là, je vais juste me rendre à l'outil en tant que tel. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je travaille avec la version NVivo 12 pour Windows. Donc, je vais tout simplement commencer un projet vide. Donc, la première étape dans votre projet, c'est de lui donner un nom. Donc, aujourd'hui, on va prendre démo NVivo. On va garder ça simple comme ça. Et puis, une fois que le projet est créé, c'est un fichier NVP. Donc, comme un document Word, c'est un document DOCX. Ici, on a un fichier NVP. Ce fichier NVP, on peut l'utiliser sur d'autres ordinateurs qui ont le logiciel NVivo. Il y a une distinction à comprendre. On peut faire un projet NVivo sur Windows, le sauvegarder comme projet NVivo qui va s'ouvrir sur une version Mac. Donc, la version Mac, au lieu d'être un projet NVP tout court, comme on peut le voir dans mon nom de fichier en haut ici, NVP, ça va être NVPX pour la version Mac. Donc, les deux programmes, on ne peut pas les ouvrir sans convertir le fichier. Et c'est tout simplement important de comprendre, surtout si on travaille sur un projet collaboratif avec des gens qui travaillent sur Windows, d'autres sur Mac. À ce moment-là, c'est important de bien comprendre qu'on doit, quand on partage le fichier d'une version à l'autre, de pouvoir faire la conversion. Ce n'est pas rien de compliqué. Puis, si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, on pourra visiter ça plus tard si vous avez des questions. Donc, le projet, en ce moment, mon projet est vide, évidemment, je n'ai rien dedans. Donc, je vais juste fermer tout simplement cet onglet-là ici. Mais avant de faire ça, je vais juste vous expliquer un peu la mise en page de l'outil en tant que tel. Donc, comme vous remarquez peut-être, ça ressemble beaucoup au produit Microsoft, même si ce n'est pas un produit Microsoft. Ils ont vraiment fait un effort d'organiser la navigation dans l'outil en utilisant des choses qu'on connaît déjà au niveau des rubans, par exemple. Donc, les onglets ici pour différentes tâches qu'on peut faire dans l'outil. Un peu comme Outlook, ici, on a des liens rapides vers des choses ou des tâches qu'on peut faire ou des endroits qu'on peut naviguer rapidement. Donc, accéder aux données, accéder au code, accéder au cas, etc. Donc, on peut sauter rapidement d'un endroit à l'autre avec le menu à gauche. Maintenant, je suis dans l'option fichier. Si je change à nœud, c'est là qu'on va voir nœud ici, fichier ici. Puis chaque type de document ou requête ou les nœuds que je vais ouvrir, ça va être dans l'espace ici à droite. Donc, je vais pouvoir aller d'un onglet à l'autre rapidement dans cette région-là. Dans la version Mac, c'est une orientation, au lieu d'être verticale comme celle-ci, c'est plutôt horizontale. Donc, on a l'accès
ici au haut de la page vers les fichiers, etc. Puis en bas de la page, on a les différents onglets. On peut tout le temps modifier la façon dont les choses sont présentées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier au niveau des préférences dans les deux versions. Donc, je voulais vous faire un tour d'horizon rapide pour l'outil, juste pour vous donner un aperçu de ce qui est possible. Je retourne à mon PowerPoint pour un instant pour vous parler de la variété vraiment des types de fichiers qu'on peut importer, des types de documents. Donc, il y a vraiment une grande variété, comme vous le voyez à l'écran. Donc, évidemment, des documents, donc des documents Word, des documents texte. On peut également importer des PDF. Donc, ça, c'est pratique, surtout si vous avez, par exemple, un corpus d'articles que vous voulez analyser ou des choses qui ont été numérisées par le passé que vous voulez importer en format PDF. C'est possible aussi de le faire et d'en faire l'analyse également dans l'outil. Et on peut aussi importer des fichiers audio et vidéo. Vous voyez la variété de types de formats qu'on peut importer. Donc, quand même assez facile d'utiliser la majorité des types qu'on utilise là, pour des MP3, par exemple, des fichiers Wave, etc. Donc, pour les fichiers audio-vidéo. C'est possible aussi d'intégrer des images. Donc, si jamais vous travaillez sur une collection de photos, vous voulez en faire l'analyse, par exemple, c'est possible d'analyser des endroits d'une photo ou des régions d'une photo. Donc, on peut importer des images dans notre projet aussi. Puis même si on fait des choses qui sont plus peut-être un sondage que vous avez fait, et puis vous avez un ensemble de données qui contient et des questions fermées et des questions ouvertes, on peut importer un fichier Excel directement dans notre projet aussi. Puis à ce moment-là, prendre avantage des questions fermées qui sont peut-être plus d'ordre démographique ou des oui-non ou des échelles de 1 à 5, des choses comme ça, avec des questions ouvertes qu'on pourra coder. Alors, à ce moment-là, avec un fichier, un ensemble de données, ça devient intéressant de faire des liens entre le quantitatif et le qualitatif. Puis aussi, ce qui est intéressant avec NVivo, c'est qu'on a la possibilité d'aller chercher du contenu web et aussi via les médias sociaux. Donc, il y a une extension qui existe pour Chrome. C'est un peu étrange à dire, mais seulement pour Chrome ou Internet Explorer, que je pense qu'il n'y a plus grand monde qui utilise ce navigateur web, mais pour le moment, l'extension est seulement disponible dans Chrome ou Internet Explorer. Donc, c'est l'extension nCapture. Puis, ça vous permet d'aller chercher, comme je le dis, là, de l'information provenant de différents types de sites web. Donc, des sites web traditionnels, mais aussi des sites de médias sociaux. Donc, je vais juste retourner à mon outil en tant que tel. Donc, je retourne à NVivo. Le processus d'importer est super facile. Donc, c'est vraiment d'aller vers l'onglet « Importer ». Puis ça, c'est ce que vous allez faire au début de votre projet. Vous allez le faire une fois. Puis à moins que vous avez une deuxième collecte de données qui s'effectue, habituellement, on importe tout au début. Comme vous pouvez voir par tous les boutons qui sont là dans ce ruban-là, on a vraiment plusieurs options. Donc, on a la fonction d'aller chercher des choses qu'on a déjà capturées sur le web. On a l'accès vers les fichiers sur notre ordinateur pour aller télécharger certaines choses. Ensuite, on a différents types, donc Excel, si on a un ensemble de données. Si on travaille avec SurveyMonkey ou Qualtrics, on peut aller chercher directement dans les formats qui sont exportables par ces outils-là. On peut aussi amener de l'information du format SPSS. On a différents outils également. Là, je ne passerai pas à travers la liste complète, mais vous pouvez voir d'autres options qui sont là. Pour la plupart, ça va être de tout simplement cliquer sur « Fichier » et d'aller retrouver justement son fichier NVivo ou votre fichier où vous avez vos données que vous voulez importer. Donc ici, par exemple, je vais prendre l'exemple des entrevues. Donc, je vais sélectionner mes entrevues. Je vais sélectionner aussi un fichier audio et une image. Donc, je vais laisser faire les PDF pour le moment, mais je vais importer les 4 fichiers qui sont là. Je clique tout simplement sur OK et je peux importer d'un même coup les 4 fichiers. Donc, c'est comme ajouter une pièce jointe à un courriel. Vous faites ça pour votre projet avec l'option « Importer ». Une fois que les références sont dans votre projet, comme je le dis, vous faites ça une fois, sont maintenant dans le projet. Vous avez encore votre copie sur votre ordinateur, mais maintenant, ces 4 fichiers-là sont dans mon projet, ce qui veut dire que quand je ferme mon projet et je l'ouvre sur un autre ordinateur, j'ai accès aux 4 mêmes fichiers qui sont ici. Si je veux, je peux appuyer sur le bouton droit de la souris sur le mot « Fichier » pour créer un nouveau dossier. Donc, je peux organiser mes
mes fichiers selon ce qui convient. Donc, si par exemple, je voulais isoler les entrevues, je pourrais créer un nouveau dossier entrevue, une autre image, puis je pourrais organiser ça de cette façon-là. Mais là, ce qu'on voit maintenant dans mon projet, si je double-clique sur un fichier, ça va ouvrir dans la section de droite et j'ai maintenant accès à une transcription d'entrevue qui a été faite ici comme exemple. Donc ici, j'ai une entrevue avec Barbara et j'ai le texte qui est disponible et je vais pouvoir commencer mon codage à partir de cette information-là. J'ai également, si j'ouvre une image, même chose, on peut voir l'image, PDF, même chose. Donc là, ici, on peut voir, par exemple, une image d'une salle de classe. Si j'en faisais l'analyse pour discuter de l'agencement des affiches, les pupitres, les meubles, etc., je pourrais faire ça aussi avec NVivo. La même chose pour le fichier audio ou vidéo. En ouvrant un fichier audio-vidéo, on a la ligne de temps et on peut faire jouer le fichier en tant que tel dans notre projet. Ça nous permettra aussi d'en faire la transcription directement dans le projet aussi. Si jamais vous voulez faire ça, c'est possible. Bon, à noter que les fichiers audio-vidéo, quand on fait la transcription, ça ne se fait pas automatiquement avec NVivo, c'est vraiment juste l'écoute du fichier et on tape ce qu'on entend. Donc, c'est vraiment un processus manuel. Il y a différents outils qui existent en ligne. Vous pouvez utiliser Google, chercher transcription de fichiers, etc. Il y a différents outils qui existent qui peuvent vous aider avec ce processus-là au besoin. Ce n'est pas toujours efficace à 100%, évidemment, mais ça peut vous donner un coup de main pour démarrer le processus de transcription. Donc, je reviens sur mes diapos juste pour parler un peu plus sur les transcriptions. Donc, comme on l'a vu, on peut importer les transcriptions comme source. Donc, si on a fait la transcription, par exemple, dans Word, on peut importer le fichier Word. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est d'utiliser les styles. Si vous connaissez les styles, c'est les en-têtes, les headings. Donc, heading 1, heading 2, en-tête 1, en-tête 2 dans Word. Ça vous permettra peut-être d'utiliser la fonction d'autocodage qui existe dans NVivo. Et ce que ça veut dire, c'est que ça peut faire un travail pour organiser vos réponses, les réponses que vous avez obtenues aux questions si vous utilisez les en-têtes. Donc, si je reviens, par exemple, à mon exemple ici d'entrevue, dans Word, les gens qui ont fait cette transcription ont utilisé ici des grandes catégories. Donc, Q1, il y a une série de questions qui a été utilisée. Ils ont utilisé le style ici, en tête 1, pour organiser toutes les questions qui avaient rapport avec ce thème de la connexion à cette région géographique du Down East. Donc, toutes ces questions-là ici sont en lien avec le thème connexion. Ensuite, on a connexion à l'environnement naturel, une autre section où il y a différentes questions qui ont été posées. Si on regarde l'entrevue de Barbara que j'ai pas ouvert, de Dorothée, on peut voir la même chose. Donc, le même thème a été utilisé pour distinguer. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup moins de questions ici pour connexion générale à Q1. On passe tout de suite à Q2. Je n'ai pas eu besoin de dérouler. Donc, on peut voir qu'il y a eu différentes questions qui ont été posées à Barbara, mais qu'on a quand même organisé tout ça selon le grand thème de la connexion à la région Down East. Donc, ce que ça permet de faire, parce qu'ils ont utilisé des en-têtes, si on fait l'autocodage, on peut automatiquement retrouver toutes les réponses qui ont été toute la section ici serait codée avec un Q1, connexion à Down East, puis ensuite toutes les réponses concernant la Q2, etc., seraient groupées ensemble parmi chaque entrevue si on utilise vraiment la même en-tête. Donc, c'est une façon que vous pouvez envisager le codage, ou c'est-à-dire l'organisation de votre transcription. Vous pouvez également transcrire directement dans NVivo, comme je l'ai mentionné. Donc, quand vous avez importé un fichier audio ou vidéo, c'est possible de le rejouer, mais c'est aussi possible de transcrire dans NVivo. Donc, à ce moment-là, pour le faire, tout simplement accéder à votre fichier audio. Puis, il faut vraiment ici d'abord cliquer sur l'option « Cliquer pour modifier ». Puis ensuite, on a un tableau dans lequel on peut écrire. Puis quand on commence la lecture, on pourra justement commencer à rédiger le contenu ici en s'assurant qu'on est dans le mode transcription que j'ai oublié de préciser. Je ne sais pas si vous entendez quand je fais la lecture du fichier, peut-être pas, mais quand je suis en mode transcription, je pourrais ensuite, en faisant la lecture,
taper la question, ensuite la réponse, etc. Donc, vous pouvez voir que on peut faire ça ici dans la même cellule, puis ensuite, on pourrait exporter ça, par exemple, faire la mise en page dans Word, puis ensuite de le réimporter comme transcription. Je trouve que c'est bien l'outil transcription ou la lecture dans NVivo parce que si vous avez un clavier avec des touches fonction, on peut, si je m'arrête par-dessus le bouton lecture, on peut en faire la pause aussi. On peut faire l'arrêt, mais vous voyez ici, quand j'arrête, on a un petit une petite boîte qui s'affiche qui dit arrêt F8. Donc, moi, sur Windows, avec la touche F8, je peux tout simplement utiliser le clavier sans avoir besoin d'utiliser la souris. Donc, ça devient plus rapide de faire lecture, arrêt, pour justement pouvoir prendre une pause puis taper ce qui convient là, dans ma cellule. Je peux également aussi, avec les onglets qui sont ici, ajouter évidemment le volume, mais aussi je peux changer la vitesse de lecture. Donc, je peux ralentir, là, je pense que c'est jusqu'à 50 %. Donc, si je repars la lecture, ici, on peut voir que les secondes, là, ça défile très lentement, puis la personne parle très lentement. Donc, à ce moment-là, vous pouvez, si quelqu'un parle très vite, vous avez, avec cette option-là, la possibilité de taper en même temps qu'elle parle. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des paramètres que vous pouvez régler dans votre projet pour la lecture d'un fichier audio-vidéo. On peut également, là, dans le sens contraire, d'aller plus rapidement, mais là, je ne sais pas qui voudrait entendre ça à 200 % de vitesse, mais voilà, vous pouvez faire ça si ça vous intéresse. Donc, à ce moment-là, ça devient possible de faire ça avec l'outil. Comme je l'ai dit, il y a plein d'options qui existent en ligne que vous pouvez consulter, tester aussi. Assurez-vous, par contre, si vous, c'est important de le dire, si vous utilisez un service en ligne gratuit où on vous demande de téléverser votre fichier audio, puis ensuite la traduction se fait, puis là vous recevez, la transcription se fait, là vous recevez un document. Assurez-vous au niveau de la confidentialité. Il y a certains services qui ça va être clair que bon, le fichier audio, une fois téléversé, après une certaine période de temps, il est détruit. D'autres, ce n'est pas explicite. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je viens à l'encontre de la confidentialité que j'ai avec mes participants. Donc, il faut vraiment juste être plus vigilant à ce niveau-là quand on utilise un service en ligne. Donc, la transcription, ça peut se faire, comme je l'ai dit, avec l'outil. Ça vous facilite parfois le travail, surtout si vous n'utilisez pas quelque chose d'autre comme stratégie que d'écouter votre transcription sur votre téléphone, puis appuyer la lecture, pause, taper, etc. Donc, ça peut venir vous aider si ça vous intéresse. Donc, sur la diapo, ça fait un peu le sommaire de ce que je vous ai présenté dans l'outil. Donc, nCapture, j'en ai parlé rapidement. Je vais juste en parler un petit peu plus sur la diapo. Je ne vous le présenterai pas aujourd'hui, question de temps, mais sachez que ça existe, puis ça peut vraiment être utile si vous êtes dans un processus peut-être d'un projet d'analyse de contenu. Si vous voulez faire une analyse de tweets, par exemple, sur Twitter, c'est possible d'aller chercher cette information-là avec nCapture de façon assez facile. Donc, pour des pages web, pour des PDF, il s'agit tout simplement de trouver ce qui vous intéresse, cliquez l'extension dans Chrome et puis ça va faire une capture de cette page-là. Donc, par exemple, si vous voulez faire une analyse de contenu d'une couverture médiatique d'un événement, bien, vous le savez, en ligne, les articles en ligne, souvent, ça peut changer d'heure en heure ou de jour en jour. Si vous voulez aller chercher des captures d'un événement ou d'un article et de ses modifications au fil du temps, c'est possible d'aller chercher une capture comme ça avec l'outil nCapture. Sur Facebook, sur Twitter, on peut aller chercher des données. Donc, sur Facebook, on peut aller chercher tous les billets, donc tous les posts sur une page de groupe. Pas les pages individuelles, mais sur des pages de groupe. Donc, si par exemple, je voulais aller à la page de la Faculté des sciences sociales, je pourrais aller chercher une capture des posts sur leur site Facebook, sur leur page Facebook. Pour Twitter, on peut aller chercher les tweets par rapport à un compte. Donc, on peut aller
voir la page d'une personne ou d'un groupe, d'aller chercher une recension des tweets les plus récents. Si je veux faire une recherche mot-clic, donc un hashtag, je peux aller chercher sur un hashtag et faire une recension récente des tweets par rapport à l'utilisation de ce mot-clic-là. Donc, avec Twitter, c'est possible de faire ça. Pour Twitter, par exemple, puis ce que je dois dire, c'est que ça ne peut pas aller chercher l'historique complète d'un mot-clic, par exemple, ou l'historique complète d'un compte. Donc, c'est vraiment limité. Je n'ai pas la traduction là, de l'acronyme, mais c'est limité en fait lié au API de Twitter qui permet justement à nCapture d'aller chercher certaines informations. Donc, c'est pas le seul outil qui existe où on peut aller chercher des données sur Twitter, mais nCapture, c'est un peu sa limite, c'est vraiment prendre un portrait à une période donnée. Puis habituellement, ça recense environ 1000 tweets. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, c'est jamais constant. Donc, c'est une limite de l'outil. Encore une fois, c'est en lien avec l'API de Twitter, donc ce que Twitter permet aux outils externes d'aller chercher. Quand on utilise nCapture avec Facebook ou Twitter, l'application ou l'extension vous demande ou vous pose une question en vous disant ben, l'extension a accès à vos propres données sur Twitter ou Facebook. Donc, si vous ne voulez pas partager cette information-là avec nCapture, il suffit tout simplement de se créer peut-être des faux comptes là, pour les fins de la recherche. Donc, une fois qu'on a importé notre information dans notre projet, ça devient possible par la suite de justement commencer à coder. Donc, c'est vraiment l'essence de l'outil, c'est de pouvoir coder avec NVivo. Donc, c'est important de bien comprendre la mécanique qui est assez facile avec l'outil, mais c'est vraiment là, encore une fois, où on met notre chapeau de chercheur. Ce n'est pas NVivo qui va faire le codage pour vous, c'est vraiment vous qui allez coder votre corpus de données. Donc, on va utiliser dans le vocabulaire NVivo ce que NVivo appelle des nœuds. Donc, les nœuds sont utilisés pour coder le contenu de n'importe quel type de source, que ce soit un document textuel, que ce soit, comme on peut le voir sur la diapo, une partie d'une image. Ça peut être aussi une partie de la ligne de temps d'un fichier audio ou vidéo. Donc, si on n'a pas de transcription, on peut quand même coder une partie d'un fichier audio ou vidéo. Donc, comme on le voit dans le petit diagramme, c'est vraiment n'importe quoi qui peut être codé. Puis après ça, quand on ouvre un nœud, bien là, on peut voir toutes les utilisations à travers toutes les sources qu'on a. Donc, si on a codé 20 différentes entrevues, on peut ouvrir pour un nœud puis voir comment ce nœud-là est utilisé dans les 20 différentes entrevues. C'est aussi possible de coder, ou c'est fortement recommandé souvent de coder le même passage à plusieurs nœuds, si évidemment on parle de plusieurs thématiques dans le même passage. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ou pourquoi c'est conseillé de faire ça? C'est parce qu'après ça, quand on utilise les requêtes dans NVivo, on peut faire des croisées. Donc, on peut faire « montrez-moi, par exemple, tous les passages où on parle de tel nœud, en même temps, on parle de ce nœud-là aussi. » Donc, on peut faire des liens, on peut établir des liens justement avec notre ensemble de données. La formation d'aujourd'hui, ce n'est pas une formation sur comment coder ou sur le travail intellectuel que ça nécessite. Donc, je veux tout simplement vous dire qu'il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à la méthodologie qualitative et à la pratique de coder des données qualitatives aussi. Donc, moi, je ne vous donne pas plus que ça aujourd'hui, mais ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vous voulez, c'est de consulter un outil qui est disponible à la bibliothèque qui s'appelle Sage Research Methods. C'est dans notre liste de bases de données A à Z. Vous allez le trouver sous Sage. Sage, c'est une maison d'édition en sciences sociales, principalement en sciences sociales, mais ça publie dans d'autres domaines aussi. Puis, ils ont mis tous les ouvrages portant sur les méthodes de recherche qu'ils ont publiés dans l'outil Sage Research Methods. Je dis tout, ce n'est pas tout, mais il y en a un bon nombre, là, des milliers de titres qui sont disponibles. Puis, vous pouvez aller fouiller là-dedans. Il y a plein de ressources qui sont disponibles dans l'outil. Donc, je voulais juste faire un petit peu de marketing pour l'outil, puis la promotion, parce que c'est vraiment un outil exceptionnel. Donc, je vous conseille d'aller fouiller là-dedans si vous voulez apprendre plus sur les méthodes de recherche.
Dans Omni aussi, il faut faire des recherches dans notre catalogue pour trouver plein d'ouvrages aussi sur le codage, sur la méthodologie qualitative. Donc, j'assume que si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez déjà une bonne base, mais si vous voulez approfondir vos connaissances, voilà deux façons de le faire là, par le biais de nos outils. Donc, pour coder ces sources, il y a vraiment différentes approches, comme je l'ai dit, au niveau du travail intellectuel. Donc, d'abord et avant tout, vous pouvez décider qu'on va créer les nœuds parce qu'on a quand même une bonne idée par rapport à nos questions de recherche. Puis, j'utilise l'exemple des entrevues là, pour les fins de la présentation, mais ça peut être avec des documents textuels que vous avez, ça peut être avec des images. Mais vous avez une bonne idée de ce que vous cherchez. Donc, vous allez peut-être pouvoir créer vos nœuds à l'avance. Donc, vous pouvez créer votre liste de thèmes. Vous pouvez aussi le faire en cours de route. Donc, en lisant une entrevue, vous vous dites, ah, cette personne-là a vraiment parlé d'une idée, j'anticipais pas cette discussion-là, je ne l'ai pas prévu dans mes thèmes, mais je vais le créer sur le tas. Vous pouvez faire ça aussi en cours de route, pas de problème. C'est possible aussi avec NVivo de créer une hiérarchie. Donc, les nœuds peuvent être, on peut avoir des nœuds parents dans le vocabulaire d'NVivo, donc les nœuds parents, les nœuds enfants. Donc, on peut avoir une hiérarchie à ce niveau-là. Et puis aussi, on peut par la suite retravailler les nœuds. Donc, si jamais à la fin, vous dites, bon, OK, ce nœud-là, je l'ai seulement utilisé dans une entrevue, peut-être que je vais aller revoir puis recoder pour pouvoir l'éliminer de la liste. Ces deux-là se ressemblent beaucoup, je vais peut-être les fusionner. Donc, c'est possible de faire ce travail-là aussi avec NVivo. Si vous travaillez de façon collaborative, NVivo vous donne la possibilité d'ajouter des descriptions donc à vos nœuds. À ce moment-là, ça peut faciliter la compréhension, surtout si vous avez une petite équipe où vous avez des codeurs qui ont plus d'expérience, moins d'expérience. Vous pouvez ajouter la description, ça peut aider justement à mieux comprendre l'essence et comment aussi appliquer le nœud sur les entrevues ou sur le reste de vos données. Au niveau de la réflexion sur les nœuds, vous pouvez songer à utiliser évidemment des nœuds thématiques, c'est ce que la plupart des gens vont faire, mais aussi vous pouvez songer à utiliser des nœuds qui sont en lien avec l'attitude ou le sentiment. Donc, est-ce que la personne parle positivement d'un sujet ou est-ce qu'elle parle négativement? Ça peut être intéressant d'utiliser cette approche-là parce que plus tard, quand vous allez faire vos requêtes, on peut isoler justement les réponses positives par rapport à un thème versus les réponses négatives. Donc, si vous êtes capable de déceler ça dans votre verbatim, à ce moment-là, vous pouvez songer à utiliser l'option de coder aussi au niveau du sentiment ou de l'attitude du participant. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ce n'est pas mon idée, mais ce que j'ai vu dans le projet échantillon qu'on va regarder un peu plus tard dans la présentation, ils ont utilisé un nœud qui s'appelle citation mémorable. Donc ça, souvent, en lisant nos transcriptions, des fois, on tombe sur la perle rare. Donc, la personne a dit exactement ce que vous cherchez à démontrer avec votre projet. Donc, si vous trouvez ces citations-là qui sont parfaites, vous pouvez les coder avec le nœud citation mémorable. Ça deviendra plus facile plus tard de les repérer. Donc, il ne faut pas quand même que tout devienne une citation mémorable, mais l'utiliser quand c'est vraiment approprié. Puis évidemment, le dernier point, c'est vraiment de ne pas oublier ces questions de recherche. Donc, vraiment, quand on prépare nos nœuds, penser de cette façon-là. Donc, pour coder, c'est vraiment un travail assez mécanique et assez facile dans l'outil en tant que tel. Donc, ici, avant de commencer à coder, je vais me diriger dans la section nœud à gauche. Puis, je vais utiliser l'espace ici pour créer un nœud. Donc, parenthèse encore, il y a plein de choses qu'on peut faire dans NVivo avec le bouton droit de la souris. Donc, si jamais vous êtes mal pris, vous vous demandez quelle option existe, essayez le bouton droit de la souris, vous allez être surpris, il y a tout le temps quasiment quelque chose qui existe qu'on peut faire. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais cliquer sur Nouveau nœud. Puis à ce moment-là, je vais faire un nœud qui s'appelle Éducation. Puis je vais sauter, mais je pourrais lui donner une description. Donc ça, c'est mon premier nœud. Et ensuite, je vais créer un sous-nœud ou un nœud enfant en cliquant sur le bouton droit de la souris sur le mot éducation et je vais créer un nouveau nœud. Puis à ce moment-là, on peut voir ici que la hiérarchie, c'est vraiment, ça va être sous éducation. Donc ici, si je fais éducation primaire, je fais un autre exemple vite fait pour secondaire, comme ça.
Donc là, vous pourriez y aller avec d'autres niveaux aussi. Si jamais secondaire, vous vouliez diviser ça en deux, on peut encore une fois créer un nœud et continuer la hiérarchie. Remarquez aussi que les nœuds ne sont pas très longs. Donc souvent, il y a deux côtés pour ça. C'est premièrement que ça soit clair quand on regarde l'écran, mais aussi selon la grandeur de votre écran, l'espace peut devenir assez plein assez rapidement aussi, selon ce que vous ouvrez dans votre projet. Donc, pour des questions de tout simplement pratico-pratique, des fois, c'est utile de créer des nœuds plus courts. J'ai déjà vu, en aidant les gens au fil du temps, là, des gens qui sont venus me voir avec leur projet, puis il y avait des nœuds, c'était des phrases. Là. Donc, ça devenait difficile parce que là, on fait beaucoup on déroule l'écran pour essayer de voir c'est quoi tout le nœud. Il y en avait qui commençaient avec les mêmes mots, donc c'était le début d'une phrase avec des fins différentes, puis là, ça devenait difficile de voir. Donc, tout simplement, au niveau pratique, de garder ça court. Donc, si j'en crée un autre ici, par exemple, rapidement, on va faire notre citation mémorable. Comme ça. Puis, dans la version 12 d'Envivo, ils ont créé à l'avance une catégorie sentiment. Donc, il y a sentiment positif, il y a très positif ou modérément positif, même chose pour négatif. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez utiliser ce qui est déjà là. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que vous allez lire un passage et que vous voulez ajouter un sentiment, il faut sauter de sentiment à nœud, sentiment, etc. Donc, moi, avant que ça existe, là, ce que j'encourageais les gens à faire, c'était vraiment tout simplement créer une catégorie ici pour attitude, puis ensuite de créer un nœud pour positive, puis l'attitude négative. Mais c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Là. Si vous voyez que vous n'allez pas faire ça souvent, vous pouvez utiliser ce qui est déjà là. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Donc, voilà, ça, c'est notre petite structure là, pour commencer. Si je retourne à l'entrevue de Barbara qui est toujours ouverte ici, je peux profiter de l'occasion pour fermer certaines choses. Voilà. Donc, on travaille avec Barbara. Et puis, je vais commencer au début. Donc là, je fais ça là, juste pour vous montrer la mécanique. Là. On ne passera pas le temps à vraiment décortiquer ce qu'elle dit. Là. Donc, dans ce cas-là, on va tout simplement commencer avec le premier paragraphe. Donc, on va faire semblant qu'ici, la personne parle de son éducation, mais en fait, elle en parle un peu. Là. Donc, elle parle de son éducation au primaire. Donc, tout ce que j'ai à faire, puis là, je l'ai fait rapidement, là, sans l'expliquer, mais j'ai surligné le passage. Donc, c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Et ensuite, on peut, en appuyant sur le bouton gauche de la souris, cliquer et déplacer. Donc, si, mettons, elle parle de façon positive, donc tout ce que je fais, c'est je clique sur le passage, je garde mon doigt sur la souris et je le déplace. Puis quand j'arrive sur le nœud, je lâche mon bouton. Puis à ce moment-là, la citation est codée à positif et aussi à primaire. Bon, si on prend ce paragraphe-là, ici aussi, on va faire semblant qu'elle parle encore une fois d'éducation primaire. Puis là, ce qu'on va voir, c'est qu'on voit des chiffres aussi. On voit fichier et on voit référence. Fichier, c'est le nombre de fichiers qui contiennent ce nœud. Donc, en ce moment, c'est 1 parce qu'on a seulement utilisé l'entrevue de Barbara. Pour référence, on a maintenant 2 ici. Ça veut dire qu'on a utilisé ce nœud-là 2 fois. Donc, c'est tout simplement ce que ça veut dire, ces chiffres-là. On me fait poser la question souvent, donc je vous explique un peu c'est quoi. Ici, peut-être qu'elle parle de façon négative, puis en même temps, elle parle de son secondaire. Donc, vous voyez, on peut appliquer plusieurs nœuds au même passage. Une des choses qu'on peut faire aussi avec Envivo, c'est afficher ce qu'on appelle des bandes d'encodage. Les bandes d'encodage, ce que ça vous permet de faire, c'est de voir ce que vous avez fait au fur et à mesure que vous codez. Donc, par défaut, ce n'est pas affiché. Si on veut les afficher, on clique sur bande d'encodage et on peut choisir certains nœuds ou on peut choisir l'ensemble complet de l'encodage. Puis à ce moment-là, ça nous permet de voir. Là, il faut se pencher la tête à la droite là, pour voir ce qu'on a fait. Donc, on peut voir ici ce passage-là, ici, là, il a été encodé à primaire, secondaire, négative. Si je remonte un peu, celui-là, c'est primaire, positif. Donc, à ce moment-là, on peut voir, en faisant notre travail, là, ce qu'on a fait. Donc, ça maintient ici les couleurs, si on veut, là, pour revenir à mon titre de présentation. L'aspect surligneur, là, on le voit ici. Là, vous vous demandez peut-être, OK, c'est quoi le surlignage? Le surlignage, ça ne fait pas grand-chose parce que ça utilise seulement le jaune,
puis ça fait seulement surligner sans vous dire qu'est-ce que ça a été codé comment. On ne le voit pas, c'est vraiment avec les bandes d'encodage. Mais si ça vous tente de voir du jaune, là, vous pouvez afficher le surlignage. Il y a d'autres façons d'encoder son contenu si vous voulez. Donc, moi, je vous ai montré la façon qui, d'après moi, c'est la plus rapide. Donc, ici, c'est de sélectionner, de cliquer, déplacer. OK? Sinon, après avoir surligné le passage, on peut faire un bouton droit de la souris, puis on peut choisir d'encoder. L'avantage avec cette option-là, c'est que ça vous permet de choisir plus qu'un nœud à la fois. Donc, à ce moment-là, on peut voir ici tous les nœuds qui sont disponibles, puis on peut cliquer sur plusieurs options pour justement choisir en même temps si on voulait voir les sentiments, puis les thèmes, on peut faire ça comme ça. Donc, c'est une autre option qui est disponible. Puis après ça, on a tout simplement à cliquer sur OK. Puis, si le bouton droit, vous ne voulez pas utiliser ça, bien, vous avez l'option ici aussi d'encoder en haut ici. Puis, vous allez voir vos encodages récents. Puis, l'option, encore une fois, d'accéder à cette boîte-là qui apparaît à l'écran. Donc, grosso modo, c'est pas... il n'y a pas plein de choses qu'on peut faire, pas plein de façons de le faire, mais moi, personnellement, c'est la façon de tout simplement cliquer déplacer. Ça me permet d'avoir mes nœuds ici, et de rapidement voir le progrès que je fais. Donc, comme je l'ai dit, il y a des façons d'utiliser NVivo pour simplifier le processus du codage en utilisant l'autocodage. Donc, on peut le voir ici en haut, on a l'option d'encodage automatique. Donc, encodage automatique, ce que ça veut dire, encore une fois, c'est qu'on peut, en se basant sur les styles. Donc, si je voulais coder mes entrevues en fonction des styles qui ont été utilisés pour délimiter mes sections, donc Q1, Q2, Q3, etc. Puis parce que j'ai utilisé la même en-tête avec le même style dans les entrevues, je peux automatiquement aller chercher ou automatiquement coder toutes ces sections-là. Ce que ça pourrait me permettre de faire, par exemple, ensuite, c'est d'ouvrir toutes les sections Q1 dans toutes mes entrevues en même temps, ou ensuite, je peux aller coder de façon thématique de façon plus pointilleuse. L'autre chose que je peux faire aussi avec l'encodage automatique, donc je peux les utiliser avec les styles, mais aussi une fois que j'ai commencé à coder. Donc, par exemple, vous avez 25 transcriptions. Vous en codez 5 de façon manuelle comme ça. Ensuite, l'encodage automatique, c'est un algorithme propre à NVivo qui peut prendre les cinq entrevues que vous avez codées et ça peut aller déceler excuse le mot en anglais, un pattern, donc une façon d'aller voir comment vous avez codé ces 5 entrevues-là pour ensuite appliquer la même stratégie aux 20 entrevues qui restent. Donc, c'est encore une fois pas 100% efficace, mais ça vous permettrait de faire un premier travail de codage. Donc, ça, c'est une autre façon que vous pouvez utiliser l'encodage automatique. Donc, avec les styles et aussi basé sur la façon dont vous avez codé un certain nombre d'entrevues. Encore une fois, j'utilise entrevues, mais ça peut être d'autres choses aussi. Donc, ça peut être des textes qui sont en format PDF. Par exemple, j'aidais justement un chercheur en histoire. Ils travaillaient ensemble avec... c'était un petit groupe, ils travaillaient ensemble pour analyser le corpus de lettres. Donc, des lettres qui avaient été numérisées. Donc, les lettres datant là, fin 19e siècle, début 20e siècle. Donc, on s'entend qu'il y avait un large corpus, c'était des numérisations, c'était possible d'aller coder aussi de cette façon-là. Donc, ce n'est pas seulement des entrevues, là, même si j'utilise cet exemple-là là, pour le moment. Donc, ça, c'est un peu le travail du codage. L'autre chose que je voulais vous parler aussi avec l'outil, c'est qu'on peut utiliser des feuilles de caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça peut venir faciliter l'analyse si vous avez recueilli certaines caractéristiques concernant votre corpus. Donc, par exemple, avec les entrevues, on a peut-être l'information démographique provenant des participants. Donc, on peut peut-être avoir le sexe ou le genre, on peut avoir l'âge, le revenu, la scolarité, etc. Donc, on peut avoir recueilli cette information-là, soit dans un fichier Excel ou dans chaque document Word pour nos entrevues, on a inclus cette information-là. On peut créer une feuille de caractéristiques dans NVivo qui nous permettra ensuite de faire une analyse plus poussée.
C'est intéressant d'utiliser la fonction caractéristique si vous avez un bon nombre de participants qui sont différents. Si vous avez interviewé 10 femmes âgées de 20 à 29 ans, elles sont tous politiciennes, à ce moment-là, ils partagent pas mal les mêmes caractéristiques. Donc, c'est plus homogène comme regroupement. À ce moment-là, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une feuille de caractéristiques. Toutefois, si vous avez un échantillon qui est plus hétérogène, à ce moment-là, ça devient intéressant parce qu'on peut aller faire des requêtes plus tard pour dire, bon, montrez-moi tous les participants qui ont comme langue première le français, comment ont-ils parlé de tel thème? Puis après ça, on peut faire la même chose. Ceux qui ont la langue première, c'est l'anglais. Voici comment ils ont discuté de tel thème, une autre langue première, etc., si vous avez recueilli ce genre d'informations-là. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser les caractéristiques. De façon visuelle, ce que ça veut dire, c'est qu'on va établir des cas. Donc, pour chaque participant, on crée un cas. Donc, participant 1 à 5, ici dans mon exemple. Et ensuite, on crée une feuille de caractéristiques. Puis, pour chaque participant, on va attacher leurs données à cette feuille-là. Puis, cette feuille-là va contenir des attributs. Donc, par exemple, âge, sexe, scolarité. Puis, pour chaque attribut, bien, on va avoir des valeurs. Donc, encore une fois, intéressant si notre projet contient un mélange de participants ou de types de documents, par exemple. Lettres versus, je ne sais pas moi, des articles de journaux versus des articles de revues, etc. Donc, ça peut être, vous pouvez concevoir là, différentes applications pour votre propre projet, mais à ce moment-là, ici, c'est l'exemple que je vais vous montrer. Donc, pour ce faire, on retourne à notre projet, puis cette fois-ci, on va aller à l'onglet « Créer ». Puis, on va créer justement des classifications du cas. Contrairement à la classification du fichier, qui serait plus pour, par exemple, des articles de journaux, par exemple. Donc, on va se limiter à la classification de cas pour le moment. Donc, ici, je vais créer une classification. Je vais appeler ça « Participant ». Et je vais cliquer sur « OK ». Et là, vous vous demandez où ce que c'est. Bien, ça va être dans ma section ici, dans ma section cas. J'ai classification de cas et j'ai mon premier, j'ai ma classification qui est ici. Donc, maintenant, c'est là, mais je dois y ajouter justement des attributs. Donc, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, nouvel attribut. Bon, admettons que j'utilise âge. Et avant de cliquer OK, je vais cliquer sur valeur et je vais ajouter des valeurs. Donc, ici, par exemple, 20 à 29, 30 à 39, oups, mon dos. Et ensuite, on a une dernière, là, 40 à 49. Voilà. Et on clique sur OK. J'ai mon premier attribut. Je ferai la même chose ici ensuite pour un niveau de scolarité, par exemple. Valeur secondaire. Etc. OK? Donc, on va y aller avec ces exemples-là pour le moment. OK? Donc, ça, c'est la feuille en tant que telle. Donc, la classification est là. Ensuite, je peux créer des cas. Donc, ici, je vais créer un cas pour Barbara. Et avant de cliquer OK, je vais aller ajouter les valeurs pour Barbara. Donc, Barbara, elle a 30 à 39 et elle a complété l'université. Voilà. Donc là, en tant que tel, Barbara n'est pas associée à son fichier. Donc, je dois faire ça comme prochaine étape. Puis là, j'en conviens là, que dans le format que je vous donne aujourd'hui de webinaire comme ça, c'est certain que là, vous n'allez pas mémoriser toutes ces étapes-là. Moi, je vous le présente comme ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, quand vient le temps d'utiliser NVivo, de faire appel à l'aide en ligne qui est disponible pour l'outil. L'outil offre des pages détaillées d'aide en ligne, mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous aider là, par la suite. Donc, pour Barbara, j'ai encore son entrevue ici. Et ce que je peux faire, c'est que je peux également, c'est-à-dire, pardon, tout choisir. Je vais choisir le texte au complet, comme ça. Et je vais le coder avec un nœud. Donc, encoder ici, je vais aller à K et je vais dire ça, c'est Barbara. Donc là, maintenant, j'ai associé Barbara le cas à Barbara le fichier. Comme ça, quand je pose des questions plus tard à NVivo, bien, NVivo va savoir que Barbara, elle est âgée de 30 à 39 ans et elle a
un diplôme universitaire. C'est un exemple rapide. Le fichier que j'ai créé ici, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà dans Excel, par exemple, ou Google Sheet. C'est possible d'importer cette information-là quand on vient à importer, par exemple. On peut importer justement un fichier en tant que feuille de classification. Donc, cette option-là est là si jamais vous voulez importer ces données-là que vous avez déjà peut-être dans un autre logiciel. Donc, la raison que je le mentionne, ce n'est pas une fonction avancée, mais c'est bon de le savoir parce que ça vous aide à déterminer est-ce que je veux utiliser les caractéristiques ou la classification de cas? Est-ce que c'est important pour mon projet? Est-ce que ça va m'aider quand je pose des questions? C'est bon de le savoir au départ. Même aussi souvent avant de commencer votre projet, quel type d'informations vous voulez obtenir de votre corpus, que ce soit des personnes que vous avez interviewées ou des articles que vous avez recensés, etc. C'est bon de le savoir. Maintenant, c'est le temps de passer à la dernière étape de la formation, c'est de parler un peu de l'exploration des données. Donc, je vous présente quelques requêtes aujourd'hui. Il y en a plusieurs types qui sont disponibles dans l'outil. Je vous parle d'abord des requêtes de base, donc une requête qui s'appelle la fréquence de mots, qui va tout simplement vous identifier là, les mots qu'on utilise le plus souvent dans vos entrevues. Donc, je le mentionne sur la diapo, c'est une bonne requête pour le début parce qu'on peut aller voir, bien, OK, quels sont les mots les plus fréquemment utilisés dans mes entrevues? Est-ce que je peux, à partir de cette information-là, commencer à coder ou est-ce que ça peut m'aider aussi à déceler les thèmes que je peux utiliser pour créer mes nœuds? La recherche textuelle, c'est vraiment une recherche super de base. C'est vraiment une recherche qui tout simplement va fouiller dans le texte des entrevues que vous avez. Donc, à ce moment-là, c'est comme faire une recherche Google, mais dans son ensemble de données. Ici, dans mon projet NVivo que j'ai commencé avec vous cet après-midi, évidemment, je n'ai pas premièrement, j'ai pas codé, j'ai presque rien codé, puis je n'ai pas vraiment beaucoup d'entrevues. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon projet et je vais tout simplement en ouvrir un autre. Donc, si jamais vous voulez voir un exemple de projet, c'est disponible dans NVivo quand vous installez le logiciel. Donc, il y a ce qu'il appelle ici l'exemple de projet et vous pouvez l'ouvrir pour consulter le projet. C'est un vrai projet qui a été fait avec NVivo. Et si vous utilisez les pages d'aide ou si vous écoutez des vidéos en ligne qui sont produites par NVivo, souvent, ils vont utiliser l'exemple de projet. Donc, c'est bon à savoir qu'il est là. Puis, je trouve ça vraiment génial comme processus de pouvoir avoir ce projet-là. Donc, moi, je l'ai déjà ouvert tantôt, là, donc je vais réouvrir le fichier qui est ici. Et juste pour vous montrer un peu rapidement, donc on a plusieurs entrevues, ils ont de la littérature, ils ont des articles de revues, de journaux, ils ont de l'information provenant de Twitter, ils ont un sondage. Donc, ils ont vraiment organisé leurs fichiers de différentes façons. Puis comme on peut voir, ben, ils ont utilisé beaucoup de code. Donc, on peut voir les nœuds ici et on peut voir la façon dont on les a utilisés. Donc, les chiffres sont quand même assez étoffés là. Donc, dans les entrevues qui sont là. Donc, juste pour vous donner un peu le contexte, c'est un projet qui a été mené par des chercheurs à l'Université Duke aux États-Unis. Je n'ai pas la date, là, je ne me souviens plus c'est en quelle année, mais ça fait plusieurs années que ça existe dans l'outil, donc ça fait quand même plusieurs années que ça a été fait. Ils ont recensé, ils ont mené des entrevues, des sondages, etc., auprès de la population des gens qui habitent dans la région qui se nomme le Down East, qui est en soit Caroline du Nord ou du Sud. J'oublie à chaque fois que je donne ma présentation. En tout cas, sur la côte est américaine, pour voir comment ils vivaient les changements dans la région par rapport au développement qui se faisait au niveau du développement urbain, développement immobilier dans cette région-là. Donc, juste pour vous donner un petit peu le contexte, ça va vous aider à mieux comprendre là, comment je vais faire certaines requêtes dans quelques instants. Donc, on a ici les entrevues. On peut voir aussi leurs nœuds. Donc, voici les nœuds dans leur projet. Donc, on peut voir que c'est pas, ils n'en ont pas une liste de 50 ici. Là. Donc, c'est vraiment limité à peu près une douzaine de nœuds, une douzaine. Puis ensuite,
ils ont utilisé le nœud attitude, justement. Ils ont économie. Donc, il y en a qui n'ont pas de nœud enfant. Il y en a d'autres qui en ont. Il y en a qui ont certains niveaux. Donc, 4 niveaux, c'est le maximum que j'ai vu dans ce projet-là. Donc, on peut voir aussi que les nœuds sont courts, descriptifs, sont vraiment axés sur la facilité de pouvoir les repérer. Ils ont aussi, dans la catégorie nœuds, des réponses qui ont été autocodées. Donc, ça ici, si on se rappelle tantôt, l'entrevue de Barbara, ben, je l'ai copié du projet, là. Donc, on a Q1, Q2. Donc, vous pouvez voir ici que ce nœud-là est utilisé dans 11 entrevues. Et pour vous montrer ce que ça vous donne, là, quand on ouvre le nœud Q1, ça va vous montrer, une à la suite de l'autre, les passages provenant des différentes entrevues. Donc ici, par exemple, j'ai l'entrevue de Barbara. Donc, j'ai la section Q1 qui est là. Donc, ça, c'est le passage Q1 pour Barbara. Ensuite, pour Charles, etc. Donc, rapidement, je peux voir les extraits par rapport à ces thèmes-là. Donc, si je veux aller vraiment enquêter parmi tout mon corpus, voilà comment la fonction autocodage peut être utile. Bon, pour explorer le contenu, ce qui est le fun avec les requêtes, c'est qu'on les a ici sous l'onglet « Exporter ». Recherche textuelle, je l'ai mentionné, c'est la mini-recherche Google, si on veut. Puis ensuite, fréquence de mots. Chaque fois qu'on ouvre une requête, on a les paramètres de la requête, puis on doit préciser nos paramètres. Donc, dans ce cas-ci, pour la requête de fréquence de mots, je peux chercher dans tous les fichiers ou je peux aller chercher seulement certains fichiers. Donc, dans ce cas-ci, parce que le projet est vraiment volumineux, je vais m'arrêter seulement aux entrevues. OK? Donc, fouiller seulement dans les entrevues, puis on n'a pas besoin de voir 1000 mots, là. On peut peut-être en voir 25. Donc, montrez-moi les 25 mots les plus fréquents. Puis, on peut changer ici la longueur minimale du mot. Donc, par défaut, c'est 3. On va mettre ça à 5 juste pour avoir des mots un peu plus significatifs. Puis ensuite, je peux jouer avec les regroupements qui sont ici. Donc, par défaut, c'est la correspondance exacte, mais on pourrait jouer avec le petit bouton ici pour aller choisir d'autres options. OK, je passe là-dessus pour le moment, mais allons-y avec l'exécution de la requête. Puis après ça, ça me montre ici les mots qui apparaissent le plus souvent. C'est sûr que j'ai des mots qui sont très simples dans la liste, puis j'ai d'autres mots qui sont plus intéressants. Vous allez peut-être remarquer là, que j'ai le mot Henry. Bien, Henry, vous avez peut-être remarqué dans l'entrevue de Barbara, Henry, c'est l'intervieweur. Donc, lui, ben, il apparaît souvent parce qu'il est dans chaque transcription, puis il apparaît là comme mot-clé. Donc, on peut ajouter Henry en cliquant sur le bouton droit à la liste des mots ignorés. Puis je peux relancer la recherche si je veux pour pas que Henry soit dans la liste. Mais quand même, cette liste-là nous donne certains résultats. Donc, on voit développement, vision, communauté, des mots qui reviennent 43 fois, une quarantaine de fois. Et puis, si ça m'intéresse d'aller voir les mots développement, ben, je peux double-cliquer sur la rangée. Puis à ce moment-là, ben, ça va me présenter les 48 occurrences du mot. Ça s'en vient. Bon, voilà. Donc là, dans l'entrevue de Barbara, je vois le mot développement. Je peux voir aussi parce qu'ils ont codé les questions ou ils ont utilisé l'italique pour les questions, mais je peux voir que ça, c'était une question. Donc, je peux tout de suite peut-être ignorer ce mot-là. Je peux aller voir ensuite dans les réponses vraiment quand la personne a employé le mot développement. C'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup du contexte. On peut choisir le contexte d'encodage. On peut y aller de façon plus étendue. Donc, à ce moment-là, ça va me donner un peu plus le contexte pour chaque fois que le mot développement apparaît. Dans ce cas-ci, je l'ai sélectionné seulement pour cette réponse-là, mais on peut voir qu'on a les phrases avant et après, donc ça peut nous donner plus de contexte. Si je veux, je peux également sauter à l'entrevue en tant que telle, puis retrouver directement dans l'entrevue quand on voit le mot développement en jaune. Puis à ce moment-là, ça peut me permettre d'aller, bon, OK, je pense que je vais créer un nœud développement, puis je vais aller coder tout de suite. Donc, c'est une façon d'utiliser la requête fréquence de mots. Donc, je me rends compte qu'on approche à la fin de la formation. Donc, je ne veux pas déborder trop non plus. Donc, je vais y aller plus rapidement pour les prochaines choses. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec chaque requête. Comme celle-ci, par exemple. Si je reviens à mes résultats, ici, je peux également afficher les résultats sous forme d'un nuage de mots. Je pense que la mode, c'est plus
c'est plus les nuages de mots, là, mais si jamais vous êtes une personne visuelle, vous pouvez regarder le tableau de façon plus visuelle comme ça. Puis, on peut aussi double-cliquer sur les mots dans l'image. Donc, si je veux aller voir, par exemple, le mot vision, bien, je peux double-cliquer sur vision. Puis, à ce moment-là, bien, on va voir les résultats pour la fonction vision. Vous allez voir, il y a d'autres options là, à la droite, surface et grappe. Ça, je saute ça pour le moment, mais c'est des choses que vous pouvez explorer là, quand vous jouez avec les requêtes. OK, donc je vais juste fermer ces fenêtres-là pour le moment. La recherche textuelle, je la saute. C'est vraiment juste une recherche mots-clés, comme je vous ai dit. Donc, ça ne vaut pas la peine de le présenter. Les deux autres requêtes qui sont plus avancées et plus intéressantes, d'après moi, ce sont les requêtes d'encodage et d'encodage matriciel. La première, c'est pour justement établir des liens entre certains nœuds. Donc, ça peut vous aider à voir les liens qui existent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait une recherche où on cherche « montrez-moi toutes les fois qu'on a utilisé ce nœud-là en lien avec cet autre nœud-là », on peut faire ce type de requête-là avec l'encodage matriciel. Ça peut être des nœuds thématiques, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit tantôt, en utilisant les nœuds liés à l'attitude. Donc, si je veux aller voir tous les commentaires positifs par rapport à tel thème, c'est une requête que je peux faire avec la requête d'encodage. L'encodage matriciel, un peu comme son nom l'indique, ça nous permet de faire une matrice ou un tableau où on précise quelles sont nos colonnes, quelles sont nos rangées. Puis à ce moment-là, on établit un tableau qui nous permet de voir nos données d'une autre façon. Je vous les présente rapidement avec l'encodage pour commencer. Donc, comme on le fait avec fréquence de mots, pour la requête d'encodage, on doit préciser certains paramètres. Donc, d'abord et avant tout, je vais aller avec l'élément sélectionné ici. Puis, je vais aller encore une fois juste choisir les entrevues. Si vous n'avez pas beaucoup de données, vous pouvez choisir tout simplement de ne pas utiliser cette option-là. Puis ensuite, on va choisir d'abord un nœud. Donc, le premier critère qui est là, c'est tous ces éléments qui découlent qui tombent sous cet énoncé-là. Donc, encodé à tout le nœud que je vais sélectionner. Et je dois cliquer sur le petit 3 points ici pour aller choisir mon premier nœud. Donc ici, on va aller faire une requête pour voir tous les passages où on parle de l'environnement naturel. Ça, c'est mon premier critère. Donc, je veux voir toutes les références dans mes entrevues où j'ai utilisé le nœud environnement naturel. OK? Ensuite, j'ajoute une ligne à ma requête. Donc, j'ajoute en cliquant sur le plus. Je vais juste baisser ça un peu. Puis ici, je vais aller choisir, au lieu de tous les codes, je vais choisir l'autre option qui est chacun des codes. Puis ce que ça veut dire, le premier, c'est que ça veut dire que si j'en choisis plus qu'un, c'est comme un « et », puis le deuxième, c'est comme un « ou ». Donc, ça veut dire ici que je vais aller choisir tout ce qui parle de l'environnement naturel, mais qui parle en même temps peut-être de les politiques et aussi le développement immobilier. Mais c'est un ou l'autre qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez voir dans les résultats ce que je veux dire. Donc, le dénominateur commun, c'est l'environnement naturel. Puis ensuite, c'est soit qui parle de politique ou qui parle de développement immobilier. Bon, ça va être plus évident. Je ne vois pas vos visages, mais j'anticipe peut-être certains froncements de sourcils. Donc, ici, je vais y aller tout simplement avec la requête pour voir pour vous expliquer ce que je veux dire. Donc, pour mieux voir nos résultats, que je vais juste remonter un petit peu, je vais aller afficher les bandes d'encodage. Puis cette fois-ci, au lieu de tous les nœuds, je vais juste prendre ceux qui m'intéressent. Donc, les 3 qui sont là. Et puis là, on se penche la tête vers la droite pour mieux voir. Donc, le dénominateur commun, c'est le nœud qui est en rose. Donc, l'environnement naturel, lui, il va être là pour, tous mes résultats qui sont ici. OK? Le dénominateur qui n'est pas commun, l'autre, finalement, c'est Policy Management ou Real Estate Development. Puis on peut voir, bien, pour le premier ici, It's critical to maintain the water quality. Ici, la personne a codé ça comme en lien avec Natural Environment puis Real Estate Development. Bon, vous pouvez poser la question pourquoi si ça a été codé comme ça. Ben, en tout cas, ça, c'est au-delà de mes capacités pour la formation, mais voilà. Donc, quand on déroule notre résultat, on peut voir, oups, ici, ce paragraphe-là, au complet, c'est les 3 nœuds qu'on retrouve. Il y a du rose, il y a du bleu, puis il y a du jaune. Puis ensuite, en continuant, bien, on peut voir que souvent, on parle du rose et du jaune, donc l'environnement puis le développement immobilier. Puis c'est plutôt rare qu'on parle de la politique, mais ça peut être utile d'aller voir comme ça.
Donc, ça, c'est ce que ça vous donne, cette requête-là. Ça, c'est de la requête d'encodage. On peut changer ici, puis on peut dire environnement, puis on peut changer, puis aller dire attitude positive. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Donc là, je vous donne un aperçu de ce que ça peut vous donner. Après, Oui, on a une question ici. Serait-il possible d'exporter les résultats dans un tableur Excel une fois qu'on termine le codage? oui. Pour le codage en tant que tel, en fichier Excel, c'est pas tout à fait un fichier Excel, c'est un, j'ai le mot en anglais, puis là, je vais juste essayer de me rappeler c'est où. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais il y a, je pense que c'est ça ici. C'est une matrice à condenser. En anglais, c'est le Framework Matrix. OK. Ça fait très science-fiction, mais matrice à condenser, ça vous permet de créer un tableau où vous pouvez ensuite exporter les résultats dans le tableau. Donc, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est cette option-là qui vous permettrait de faire ça pour avoir toutes vos entrevues, tous les nœuds possibles. Ça peut créer un très gros tableau. La seule limite, c'est que dans chaque cellule, il y a une limite de caractères. Donc, si par exemple, dans l'entrevue, on va prendre Barbara comme exemple, j'avais utilisé le nœud environnement naturel, puis je l'avais utilisé beaucoup, 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 mais ça se peut qu'à un moment donné, ça soit coupé, puis qu'on n'ait pas le texte au complet dans ce tableau-là. Donc, ça, c'est la seule limite de la matrice. Merci. OK, pas de problème. Parlant de matrice, ben, je vais vous présenter la dernière requête qui est l'encodage matriciel. Et ça, c'est une façon d'expliquer qu'on fait un tableau avec des rangées puis des colonnes, là. Donc, c'est une façon plus complexe de le dire. Mais en cliquant sur encodage matriciel, encore une fois, j'ai à préciser les paramètres. Donc, ici, je vais garder tous les fichiers pour les fins de l'exemple. Et on doit préciser quelles sont nos rangées. Donc, ici, je vais ajouter avec le plus. Je vais aller choisir des éléments. Et cette fois-ci, on va aller choisir des éléments. Puis là, je comprends que vous ne connaissez pas le projet, mais dans la section K, on a, par exemple, des informations provenant au niveau, excusez, c'est sous la classification, pardon. On a de l'information concernant les cantons, donc les townships. Donc, township, canton, on va aller voir, on va choisir par canton. Donc, on va aller voir dans tous les cantons qui sont là. Je vais cliquer choisir ceux-là, pardon. Puis ensuite, pour les colonnes, on va aller choisir des nœuds thématiques liés à l'économie. Donc, dans le projet, on va aller choisir les éléments. Dans la catégorie nœuds, on peut voir que l'économie, ils ont subdivisé ça en 4. Donc, on va aller voir comment est-ce que les gens parlent des différents aspects de l'économie par canton. Est-ce que ça peut nous montrer quelque chose? Donc ça ici, vous pouvez remplacer avec n'importe quoi. Ça peut être par genre, ça peut être par tranche d'âge, ça peut être différents nœuds, ça peut être attitude positive, négative. Donc on peut voir plein de choses dans un tableau. C'est vraiment à vous de choisir les éléments qui viennent vraiment répondre à votre question. Donc ça, c'est un exemple par canton, comment est-ce qu'on parle des différentes thématiques liées à l'économie. Puis ça, bien, ça me crée un tableau tout court que je peux exporter, mais ça ne me donne pas grand-chose parce que c'est tout simplement des chiffres. Mais une fois que le tableau est complet, on peut voir ici le nom des cantons et les thèmes liés à l'économie. Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est de voir rapidement que parmi tous les thèmes, c'est vraiment celui-là qui domine contrairement aux autres pour tous les cantons. Donc, on parle plus souvent de la pêche et de l'aquaculture comparativement à l'agriculture, l'emploi ou le tourisme. On peut voir aussi qu'il y a probablement plus de participants qui habitent dans le canton Straits. Donc, c'est pour ça qu'on le voit plus souvent. On ne doit pas nécessairement... Il faut comprendre évidemment notre ensemble de données, savoir, ben oui, on a eu plus de participants de cette région-là, donc c'est normal que le chiffre soit plus élevé. Mais ce qui est intéressant aussi avec le tableau, c'est qu'il est dynamique, donc on peut aller voir, ah oui, les gens de Marshallburg, ils ont parlé un peu de ce thème-là, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, on peut double-cliquer sur la cellule et ensuite afficher les réponses. Donc, on a ici un mélange d'entrevues. Donc, ici, on a les entrevues, on parle de la pêche, mais aussi on a
des réponses aux questions ouvertes d'un sondage. Donc, il y a les sondages, ça, c'est les participants du sondage qui viennent du canton Marshallburg, qui ont parlé comment ils ont parlé de la pêche. Donc là, encore une fois, on n'a pas, c'est pas notre projet, donc on ne connaît pas tout ce qui est là-dedans, mais on peut ressauter au sondage si on voulait aller voir par rapport à quelle colonne ça a été codé. Donc ça, c'est la requête d'encodage matriciel. On peut également visualiser ça sous forme de graphique un peu mal commode, là, si on veut, là, mais on peut le bouger comme ça, on peut en extraire, on peut en faire une copie de l'image, on peut changer le type si on veut avoir ça comme ça, mais on peut exporter la matrice puis aller faire ça dans Excel où ça nous permettrait de créer un graphique un peu plus visuellement plus esthétique. Voilà. Donc, ça, c'est possible aussi. Puis là, encore une fois, c'est le bouton droit de la souris qui vous permet de faire plein de choses. Donc, exporter la matrice. À ce moment-là, on peut exporter en format soit CSV ou non, en format Excel. Voilà. Donc, ça nous permettrait d'aller faire ça dans Excel. Bon, je ne sais pas si vous en avez eu probablement beaucoup trop d'informations pour une formation rapide comme ça sur NVivo. Mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter les choses de base avec l'outil. Hein, parce que là, je pourrais faire une formation avancée, comme je l'ai dit tantôt, là, qui durerait une journée complète. Puis, je pense qu'en ligne, ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Donc, ça vous donne au moins un aperçu de l'outil, puis ce que vous pouvez faire avec. Il y a aussi la comparaison de codage, je le mentionne parce que ça peut être intéressant si vous travaillez sur un projet collaboratif. Donc, si vous avez eu plus qu'une personne qui a codé, c'est possible de travailler de façon indépendante sur le même projet, ensuite de fusionner les deux projets, puis de faire une recherche, une comparaison de codage qui vous permet de voir les accords, mais aussi de façon plus importante, les désaccords. Donc, cette personne-là a codé ce passage-là avec ce nœud-là, pas moi. Peut-être qu'on veut s'entendre que oui, c'est pertinent ou pas. C'est possible avec NVivo. Donc, ma dernière diapo, c'est portant sur le fait que c'est un outil, donc ça nécessite quand même que vous soyez la personne qui s'occupe de l'outil ou qui l'utilise, qui l'exploite. Donc, vous devez quand même être habile dans le processus de codage pour bien l'exploiter, de comprendre le type de requête que vous pouvez poser pour faire justement ces croisements-là qui, de façon manuelle, avec les surligneurs et les notes, sont peut-être plus difficiles à voir. Donc, ça vous permet d'avoir une ouverture sur votre contenu. Sachez aussi qu'il y a d'autres fonctions que je n'ai pas eu le temps de discuter. Si vous allez en ligne, sur la prochaine diapo, j'ai partagé des liens. Donc, il y a plein d'exemples de webinaires qui ont été enregistrés, mis sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça vous présente comme information pour par exemple, utiliser NVivo pour des revues de la littérature. Donc, c'est possible, par exemple, de prendre, si vous utilisez Zotero, prendre ce qui est dans Zotero, de le mettre facilement dans NVivo, puis ensuite de faire la lecture de vos articles. Donc, si vous voulez faire une revue de la littérature, avec NVivo, c'est possible. Il y a plein de types de rapports qui sont là que vous pouvez utiliser, des rapports par codage, des rapports par source, des rapports qui sont prédéfinis dans l'outil que vous pouvez tout simplement lancer, puis ça vous jette de l'information, mais vous pouvez aussi créer vos propres rapports, si ça vous intéresse. Puis il y a d'autres fonctions de visualisation, comme des cartes conceptuelles, que vous pouvez créer dans l'outil aussi. Encore une fois, c'est des choses qui ne se font pas automatiquement, mais ça vous permet de faire des liens entre les différents nœuds que vous avez, les différents types de fichiers que vous avez utilisés dans votre analyse, etc. Donc, je termine avec une dernière diapo qui vous donne des liens. Donc, dans la version française du PowerPoint, vous avez un lien vers le tutoriel interactif de l'Université de Mons, je ne sais pas comment le prononcer, mais une université européenne qui a un super tutoriel qui a été préparé en français. C'est plutôt rare, donc c'est pour ça que je l'inclus dans le PowerPoint. Sur YouTube, il y a la chaîne YouTube de QSR International qui est disponible. Et je vous donne aussi le lien vers deux livres qui sont disponibles. Un qui est disponible en ligne à la bibliothèque, le deuxième, de Wolf et Silver, et le premier qui est disponible seulement en version papier. Puis en ce moment, avec la COVID, la version papier, il y a quelqu'un qui l'a. Donc, j'ai mis un lien vers Amazon si jamais vous voulez l'acheter. Le premier livre de Baisley et Jackson, c'est vraiment un ouvrage très impressionnant et utile. Ça vous donne beaucoup de mise en situation et ça vous permet de bien comprendre l'outil, non seulement la mécanique, mais aussi le raisonnement derrière l'utilisation d'un outil
pour l'analyse des données qualitatives. Donc, je ne sais pas, Jada, s'il y a d'autres questions dans le chat. Je pourrais répondre. Non, non, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez trouver ça intéressant d'utiliser l'outil. Puis comme je le dis, si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas de me consulter. Je ne suis pas le seul non plus à la bibliothèque. J'ai un collègue en sciences sociales qui connaît très bien l'outil aussi. On donne ensemble souvent les formations. Donc, on peut se partager la tâche de venir vous aider au besoin. Merci beaucoup. Mais c'est une démonstration tellement utile. Mon Dieu, c'est un outil robuste avec autant de fonctionnalités pour la gestion, le codage et l'analyse des données qualitatives. Ah, mon Dieu, je ne peux pas parler. Qualitative. Je pense que nous avons tous des idées sur la façon dont nous pouvons utiliser NVivo dans notre recherche. Et je vous remercie de vous être jointe à nous pour la présentation aujourd'hui. J'ai reçu une question. There was one question about whether or not we were supposed to download this prior to the presentation, and no, that wasn't the goal. I think you have to sign up to have access to it. So this was really just watching to learn how it's used. There's so many different functionalities. I think that if we were all trying to follow along at the same time, we might have gotten lost. So no, this was mostly demonstration today, and we hope that we've converted you to NVivo users. Such a great tool. Donc, dans 2 semaines, on a notre atelier final de la session, un table ronde sur l'éthique de travail avec les données. La discussion s'articulera autour du chapitre 5 du livre publié de Catherine D'Ignazio et Lauren Klein intitulé Data Feminism. In this chapter entitled Unicorns, Janitors, Ninjas, Wizards, and Rock Stars, the authors write about the myth of data cleaning, that data analysis is 80% data cleaning with the goal of wrangling unstructured chaos into orderly tables. And they ask, but what might be lost in the process of dominating and disciplining data? Whose perspectives might be additionally imposed? So join us at 11:30 on December 2nd to hear what our panelists have to say. And thank you all for coming. Apologies for our late start. And thank you for sticking around. And thank you again, Patrick, for a wonderful workshop today. Have a great day, everybody. Bye-bye.